Un leader qui se laisse envahir perd immédiatement sa lucidité. Il commence à voir la situation à travers ses émotions plutôt qu'à travers les faits. Le leader stable, lui, garde une frontière intérieure, une frontière qui lui permet d'être exposé sans être submergé. Quand la pression monte, beaucoup de leaders croient qu'ils doivent aller plus vite, plus fort, agir plus intensément. Mais dans les faits, plus la situation s'agite, plus le leader doit devenir lent à l'intérieur. La stabilité d'un leader ne se voit pas dans son agenda, elle se voit dans son rythme intérieur. Les équipes ne cherchent pas un leader parfait, elles cherchent quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par la tempête. Sous pression, le cerveau humain a tendance à se contracter. Il réduit sa capacité d'analyse, il augmente la réactivité, il ferme l'accès à la pensée stratégique. C'est d'ailleurs ce que montrent les travaux sur la charge cognitive et le stress décisionnel. Le stress n'empêche pas de penser, il empêche de penser juste. Le leader mature le sait. Alors il cultive une forme de respiration mentale qui fonctionne comme un ancrage. Quand tout s'accélère, il ne s'accélère pas, il se centre, il se recentre. Il ne regarde pas celui qui bouge, il regarde ce qui compte. Il ne court pas derrière les urgences, il choisit ses priorités. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la maîtrise. Une maîtrise intérieure qui stabilise tout le système autour de lui. Dans les moments de pression, les équipes ne lisent pas les décisions du leader en premier. Elles lisent son visage, sa voix, son énergie. Elles sentent s'il est aligné ou débordé. Elles sentent s'il est lucide ou saturé. Un leader qui s'agite transmet l'agitation. Un leader qui s'apaise transmet la confiance. Et cette confiance est souvent plus décisive que la solution opérationnelle. Parce qu'une équipe tranquille exécute mieux qu'une équipe anxieuse. Donc le leader sous pression n'est pas celui qui sature l'information. C'est celui qui simplifie. Et c'est ce qu'on attend de vous. Il ramène la situation à 3 questions essentielles. Où sommes-nous? Que voulons-nous préserver? Que devons-nous faire maintenant? Et cette simplicité n'est pas un appauvrissement ou une forme d'appauvrissement. C'est une clarté. La pression brouille toujours les repères. Le leader, lui, remet ses repères en place. Il transforme le chaos en lisibilité. Il transforme l'urgence en action coordonnée. Et c'est souvent ce geste, plus encore que la compétence technique, qui différencie les leaders efficaces dans les moments critiques. Alors dans cette première partie, ce qu'il faut retenir, c'est que la stabilité n'est pas un trait de personnalité. C'est une discipline intérieure. Une discipline intérieure qui consiste à ralentir mentalement quand l'extérieur accélère. Une discipline qui consiste à protéger la clarté quand la pression cherche à l'écraser. Parce qu'un leader n'est jamais seulement une personne, il est un régulateur. La première manière de stabiliser une équipe sous pression, c'est de réduire immédiatement le bruit. Parce que dans une situation tendue, ce n'est jamais l'information qui manque, c'est la lisibilité. Le leader commence donc par recentrer tout le monde autour des éléments essentiels. Il coupe les canaux inutiles, il clarifie qui parle, qui écoute et qui agit. Cette réduction du bruit crée instantanément une respiration mentale. Les gens se sentent moins submergés parce qu'ils savent où poser leur attention. La deuxième manière de stabiliser une équipe, c'est de ralentir la parole. Un leader qui articule calmement stabilise la physiologie de son équipe. On sait grâce aux travaux sur la contagion émotionnelle que la voix d'un leader agit comme un régulateur. Une voix posée ralentit le pouls collectif. Le leader ne doit pas jouer un rôle, il doit simplement se tenir droit, respirer lentement et parler avec intention et avec attention. La troisième stratégie, c'est d'indiquer ce qui reste stable. Dans une situation tendue, les gens ne cherchent pas d'abord quoi faire, ils cherchent ce qui ne change pas. Le leader peut dire par exemple « voilà ce qui reste vrai » ou « voilà le cadre que l'on conserve ». Ces phrases agissent comme des amarres psychologiques. Elles empêchent l'équipe de se sentir emportée par la vague. Elles montrent que même dans la pression, il existe des repères solides. La quatrième manière de stabiliser l'équipe, c'est de segmenter l'action. Sous pression, le cerveau n'absorbe pas les plans complexes. Le leader découpe donc l'action en étapes courtes. Il dit « d'abord on fait ça, ensuite on fera ça, et je reviens vers vous pour la suite ». Cette segmentation réduit l'anxiété et augmente la capacité d'exécution. Les gens savent ce qu'ils doivent faire maintenant et pas dans 2 heures. La cinquième manière de stabiliser une équipe sous pression, c'est de ritualiser le contrôle. Pas un contrôle anxieux, un contrôle structurant. Le leader fait des points réguliers, courts et directs. Il vérifie la progression, pas pour surveiller bien sûr, mais pour sécuriser. Ça c'est essentiel. Ces points de contrôle créent un rythme qui rassure. Un rythme qui dit « je suis là, nous avançons ensemble et rien ne nous échappe ». La 6e manière, c'est de donner de la reconnaissance immédiatement. Et pas une reconnaissance d'encouragement, une reconnaissance de lucidité. Alors le leader dit « je vois votre effort, je vois votre concentration ». Et ces phrases maintiennent l'engagement même quand la pression devient lourde, très lourde, voire même trop lourde. La reconnaissance n'enlève pas la difficulté, mais elle donne un sens à l'effort. Et une équipe qui sent que son effort est reconnu tient beaucoup plus longtemps. La 7e stratégie, c'est d'assumer publiquement le pilotage. Lorsque la pression monte, l'équipe cherche une figure d'ancrage. Le leader dit clairement « c'est moi qui prends la responsabilité de la décision ». Et cette phrase libère l'équipe de la peur d'agir faussement. Assumer la responsabilité, c'est absorber une partie de la pression pour permettre aux autres d'agir. Et c'est l'un des gestes les plus nobles du leadership en situation tendue. Et c'est ce qu'on attend tous. La 8e stratégie consiste à ajuster le niveau de présence.
Parce que dans les moments critiques, le leader doit être accessible, mais pas envahissant. Il montre qu'il est là, mais il laisse l'équipe travailler. Il observe sans interférer et il soutient sans surcharger. Cette présence juste renforce la confiance interne. Elle montre que le leader surveille sans faire de micromanagement. La 9e stratégie, enfin, c'est d'utiliser la cohérence comme outil. Sous pression, le collectif surveille beaucoup plus les détails. Si le leader dit « restez calme » mais qu'il montre de la nervosité, l'équipe n'écoutera pas ses mots. Elle écoutera son corps. Et si le leader dit « concentrez-vous sur l'essentiel » mais qu'il se disperse, l'équipe va se disperser également. La cohérence renforce l'autorité naturelle. Elle montre que le leader ne demande pas un effort qu'il ne s'applique pas à lui-même. Donc en ce qui concerne cette deuxième partie, ce qu'il faut retenir, c'est que stabiliser une équipe sous pression, c'est pas un acte héroïque, c'est plutôt méthodique. Le leader ne cherche pas à briller, il cherche à réguler. Parce qu'une équipe régulée, même dans un environnement instable, devient capable de performances exceptionnelles. Ce qu'on observe chez les leaders qui tiennent vraiment sous pression, c'est qu'ils ne s'appuient pas seulement sur des techniques, ils s'appuient sur un état intérieur. Ils ont compris que la pression extérieure n'est jamais le vrai problème. Le vrai problème, c'est la façon dont cette pression s'infiltre à l'intérieur. Un leader qui se laisse envahir perd immédiatement sa lucidité. Il commence à voir la situation à travers ses émotions plutôt qu'à travers les faits. Le leader stable, lui, garde une frontière intérieure, une frontière qui lui permet d'être exposé sans être submergé. En clair, il ne nie jamais ce qu'il ressent. Mais il refuse que son émotion pilote sa décision. Il cultive une forme d'observateur intérieur, un espace mental qui regarde la situation avec un recul d'un demi-centimètre. Et ce recul minuscule change absolument tout, parce qu'il replace le leader dans une zone de choix. Il peut être inquiet, mais il reste capable. Il peut être sous pression, mais il reste lucide. Et cette clarté vient d'une discipline invisible, la discipline de se recentrer avant d'agir, de respirer avant de parler, de réfléchir avant de répondre. Les leaders qui sombrent sous pression sont ceux qui tentent de devenir plus forts que le stress. Les leaders qui tiennent sont ceux qui deviennent plus clairs que le stress. Ce geste intérieur crée une stabilité extérieure, et cette stabilité se diffuse dans toute l'équipe. Parce qu'une équipe ressent la paix intérieure du leader autant que ses décisions. Et cette paix devient un repère, un phare. Un leader stable n'est pas quelqu'un qui ne ressent rien. C'est quelqu'un qui ne laisse absolument rien prendre son propre contrôle. Il accepte la pression, il accueille la complexité, il absorbe l'incertitude. Mais il ne laisse pas la situation définir sa posture. Il définit lui-même comment il va se présenter à la situation. Et c'est ce choix-là qui crée la différence. Alors à long terme, ce qu'on retient d'un leader stable, ce n'est pas qu'il a toujours eu la bonne réponse. C'est qu'il a toujours eu la bonne présence. Une présence qui rassure sans illusionner. Une présence qui oriente sans brusquer. Une présence qui reste droite même quand tout se renverse. Au final, ce qu'on retiendra, c'est que cette stabilité n'est pas un état émotionnel. C'est un acte. Un acte répété, conscient, exigeant même. Un acte qui transforme le leader en point fixe dans un monde complètement instable. Et c'est cette présence-là que les équipes suivent naturellement, même dans leurs moments les plus difficiles. Alors si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, je vous laisse aussi la miniature de mon livre juste ici, Du courage bordel. N'hésitez pas à y jeter un œil. C'est un complément utile pour approfondir ces notions et les transformer en vraies compétences au quotidien. Et en plus, je pense que vous allez prendre du plaisir à la lecture. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue vraiment dans le leadership, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça me permet de continuer à vous proposer du contenu exigeant, utile et directement actionnable dans votre pratique de manager ou de dirigeant. Alors on se retrouve très vite pour la suite et d'ici là, prenez soin de votre leadership parce que c'est votre meilleur outil pour faire grandir les autres, mais aussi pour continuer à grandir vous-même. Alors à très vite.